Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette 60e vidéo d'Histoire de vinyle. Cela veut dire quoi? Qu'il y a eu un grand nombre de vidéos depuis un peu plus d'un an maintenant, beaucoup consacrées au rock psychédélique aux États-Unis, fin des années 60, début des années 70. Deux vidéos, je crois, consacrées au rock psychédélique en Europe et ailleurs, 60-70 également. Quelques vidéos consacrées au rock néo-psychédélique des années 80. À aujourd'hui, plus vidéos post-punk, post-rock, krautrock, bref. Un certain nombre que je vous invite éventuellement à aller revisionner ou visionner pour la première fois. En passant, pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, et puis à partager le lien de la chaîne, je me répète à chaque fois, mais c'est encore une fois pour donner de la visibilité. Alors, cette 60e vidéo, The Jimi Hendrix Influence. Oui, l'influence de Jimi Hendrix. Attention, c'est plus le sous-titre que le titre qui compte. Parce qu'il ne va pas s'agir pour moi, bien entendu, de discuter de l'influence qu'il y a eu dans le rock de Jimi Hendrix. Beaucoup l'ont fait avant moi, beaucoup mieux que je ne le ferai. Donc, il ne s'agit pas pour moi de discuter ou de vous évoquer cela, mais de vous présenter un certain nombre de disques dans lequel, certes, Jimi Hendrix a eu une influence, mais à tel point que ce sont pratiquement, en tout cas pour certains de ses albums et de ses guitaristes et chanteurs, des copycats. C'est le sous-titre de la vidéo. Copycats, c'est-à-dire des imitations, des copies dans l'exercice. Bref, vous verrez que c'est quand même plus intéressant que cela. Alors, Jimi Hendrix, bien entendu, début de sa carrière très très tôt, début des années 60, et puis bien sûr il est découvert par Chas Chandler, le bassiste des Animals, qui devient son producteur, qui monte un groupe autour de lui à Londres. N'oublions pas, Jimi Hendrix est états-unien, Seattle, l'origine. Et puis, voilà, il forme le Jimi Hendrix Experience, premiers enregistrements en 66, et puis bien entendu, l'explosion arrive avec le Monterey Festival, où tout le monde découvre un guitariste déjà qui ne joue comme personne, qui est gaucher, qui révolutionne le son de la guitare en utilisant des effets. Et puis, bien entendu, à l'époque, il y a des guitaristes virtuoses. Il y a Eric Clapton, il y a Pete Townshend, il y a Alvin Lee, et puis du côté du blues, probablement, si on doit parler de virtuose, il y a peut-être B.B. King, et puis dans le jazz, il y a Kenny Burrell, mais personne jusque-là n'a joué de la guitare comme Jimi Hendrix. Donc le son, et puis surtout la transfiguration du son. Si vous avez vu le concert au Monterey Pop Festival, c'est un rite, c'est un rite païen, c'est ce qu'il y avait déjà dans le rock'n'roll, c'est-à-dire, voilà, une tension sexuelle qui est très très forte dans son jeu de guitare, son jeu de scène, etc. C'est un sacrilège vivant, c'est une influence considérable, à tel point que l'impression est tellement forte auprès des jeunes musiciens. Clapton n'est pas âgé, en 67, ni Alvin Lee, Pete Townshend, ils sont tous très très jeunes et ils vont adopter la coiffure afro. Déjà, première chose, pour en témoigner en quelque sorte de la grande baffe qu'ils viennent tous de se prendre dans la tête, à savoir que vous avez là un guitariste qui est en train de révolutionner le rock et le jeu de guitare. Bref, je ne vais pas m'étendre, bien entendu. Cette coupe afro, d'ailleurs, sera reprise par les Black Panther Party, par ses amis. Jimi Hendrix était lié au Black Panther Party d'Angela Davis, entre autres. Bref, tout ça, c'est une autre histoire. Alors, les copycats, c'est-à-dire, il y a eu énormément d'admirateurs de Jimi Hendrix jusqu'à l'imitation. Et c'est ça le truc. Donc, Monsieur Hendrix, on va quand même présenter le premier album, ici sur Track Records, sorti en 1966, c'est la version mono, ici, d'époque. Are You Experienced, bien sûr, avec la fameuse coiffure afro que je vous ai présentée chez Clapton et Hendrix. Un grand admirateur de Jimi Hendrix, jusqu'à effectivement adopter
dans ses premiers enregistrements, pratiquement les sonorités de guitare, c'est Bill Gibbons. Bill Gibbons qui fondera en 1970, bien sûr, ZZ Top, mais avant ZZ Top, il y a les Moving Sidewalks. Écoutez, alors ici c'est une réédition de l'album qui est intéressante, cette réédition des Moving Sidewalks. L'album c'est Flash qui sort en 1968. L'intérêt c'est que l'album original est très court, une trentaine de minutes, et là sont adjoints à cet album des 45 tours. Donc c'est tout à fait intéressant d'écouter, et surtout je vous passe un extrait musical, vous comprenez l'influence qu'a exercé Jimi Hendrix sur Bill Gibbons tout jeune ici. Il est entouré de Don Summers à la basse, Dan Mitchell et Tom Moore, donc aucun de ceux qui formeront avec lui ZZ Top. Bref, inutile de tenter de vous convaincre, il a revendiqué pendant des années effectivement l'influence qu'a eu sur lui Jimi Hendrix. Le son sur cet album de rock psychédélique, bien sûr, est évident. Autre évidence, pour un autre groupe, vous êtes quasiment à l'imitation là des sonorités, en particulier du morceau Red House, sur un des titres de cet album d'un groupe hollandais de rock psychédélique, bien entendu, sorti en 1969. C'est Paradise Now, du groupe 1850, ou groupe 1850, et en hollandais, ne me demandez pas, je ne sais pas comment le prononcer. Bref, c'est un super album de rock psychédélique, et sur le morceau Purple Sky, la référence évidente à Purple Haze, eh bien vous avez effectivement un long blues de sonorité, je vous en passe un petit extrait, vous avez un long blues de sonorité très hendrixienne. L'imitation, le côté copycat, n'est pas nécessairement que dans les ambiances sonores, dans les références aux morceaux, dans les jeux de guitare, dans l'emploi des mêmes effets de fuzz et de wah-wah. Ça va pratiquement jusque dans l'imitation de la voix. Un personnage extrêmement important qui, pour le coup, a enregistré avec Jimi Hendrix, avec lequel il aurait enregistré un album complet qui reste peut-être dans les archives quelque part, qui sortira un jour, qui sait. C'est non pas Alvin Lee de 10 Years After, mais Arthur Lee des Love. En particulier, vous pouvez écouter un de ces morceaux en commun, composés en commun et sur lequel Jimi Hendrix joue. C'est sur l'album False Start des Love, et c'est The Everlasting First de ce fameux morceau. Alvin Lee n'a jamais caché son admiration pour Jimi Hendrix. Gary Rose, le guitariste sur cet album, a des accents très hendrixiens sur tous les autres morceaux. Donc c'est une première entrée vers l'album sur lequel je voulais venir, où là Arthur Lee va jusqu'à quasiment imiter vraiment la voix de Jimi Hendrix, et cet album c'est Vindicator qui sort en 1972. False Start, je l'ai peut-être dit, je ne sais plus, bon bref c'est la tête, c'est 1970, celui-ci 1972 sur A&M Records. Alors là c'est un album déjà que vous prenez vraiment dans la tête, quoi, parce que c'est du rock puissant avec des accents psychédéliques. Les Love sont loin quand même, il y a 2 ou 3 morceaux, en particulier, si je ne dis pas de bêtises, je cherche He Said, She Said par exemple, voilà, c'est très lovien, dirons-nous, et sinon pour le reste, c'est un rock ultra puissant, et où l'hommage à Hendrix est ultra évident, je vous dis, jusque dans l'imitation de la voix. Je vous passe aussi un petit extrait, c'est un superbe album. Ici j'ai une édition un peu particulière. C'est une édition japonaise. Pirate, a priori, la date de sortie est indéfinie. Alors, cet album est sorti au Japon en 1979, alors qu'il est de 72, donc dans le format états-unien, avec tous les titres correspondants, sauf que ici il y a bien la liste des titres de l'album états-unien, et donc japonais d'origine, pressage initial, sauf que ici il y a 12 titres, sur l'album que j'ai moi là, il y a 15 titres, dont des bonus. Et un fameux bonus, pour faire le lien avec Jimi Hendrix, il y a le Easy Rider, composé par Jimi Hendrix, ici chanté, joué par Arthur Lee et son groupe Easy Rider, qui a parlé sur l'album The
The Cry of Love. Bref, une édition très étrange, si certains d'entre vous peuvent m'en dire plus. Donc il y a 15 titres, il y a la réputation du titre dont je viens de parler, He Said, She Said, je crois qu'il apparaît au moins 2 fois sur l'album, enfin bref, très étrange, mais passionnant, et là, encore une fois, quasi copycat de Jimi Hendrix dans sa voix et avec les jeux de guitare. Alors là, pour le question copycat, ça va jusque dans l'imitation, voire la troublante ressemblance physique de ce monsieur. C'est Velvet Turner, qui est origine de New York, de Brooklyn, auquel Jimi Hendrix aurait appris à jouer de la guitare. Et là, vous allez être convaincu, je pense totalement. La ressemblance physique est surprenante. Tout l'album, c'est quasiment du Jimi Hendrix Experience. Est-ce que pour autant ça en fait un disque inintéressant? Eh ben, non, pas du tout. J'avais d'ailleurs, parmi les 60 vidéos consacrées, le tour d'un vinyle en 80 secondes à cet album du Velvet Turner. Groupe où je vous en dis un peu plus, je vous invite donc à aller regarder cette vidéo. Disque très très intéressant, vous en avez un extrait en fond sonore. Super, et vous... Non, Jimmy n'est pas mort. Si. Donc album sorti en 1962. Alors là, c'est dans le jeu de guitare que l'imitation est quasi parfaite, un parfait copycat. Peut-être voyez-vous de qui je parle, et surtout du groupe en question. Le groupe en question, c'est Mahogany Rush. L'album, c'est Maxum, qui sort, superbe pochette par ailleurs, qui sort en 1972 au Canada, parce que le groupe de Frank Marino, le guitariste, bien sûr, eh bien ce sont des Canadiens. Ici, c'est l'édition, le pressage états-unien qui sort en 1973. Ça veut dire que l'album au Canada sort en novembre 72, aux États-Unis tout début 73. Voilà. C'est un disque où vous entendez quasiment tout du long la guitare de Jimi Hendrix. Voilà. Frank Marino, il joue à l'imitation quasi parfaite du jeu de Jimi Hendrix. D'ailleurs, il y a un mythe, une légende, attention, il aurait été visité une nuit par l'esprit de Jimi Hendrix. Du jour au lendemain, il aurait de cette façon su jouer de la guitare. J'aimerais bien qu'on me visite comme ça la nuit et que le lendemain, je sache faire des trucs que je ne savais pas faire avant. Bon, je ne dirai pas lesquels. En tout cas, c'est un très bon album. Mais vous n'entendez que la guitare d'Hendrix, pratiquement, du début à la fin. Alors, est-ce qu'il a eu des influences par ailleurs? C'est-à-dire dans d'autres styles musicaux que le rock psychédélique, hein, puisque tous ces albums que je viens de vous présenter, ce sont des albums de rock psychédélique. Eh bien, moi, je dirais que oui. Tout d'abord, dans le jazz. Là, je vais vous surprendre. Eh bien, avec cet album d'Eddie Fisher and the Next 100 Years, c'est du jazz sur Cadet Records. Hein. Alors, si vous l'apercevez, peut-être que je vous mettrai un zoom en incrustation. La coupe afro, bien sûr, c'est un guitariste. Et l'utilisation de la fuzz et de la wah-wah, et oui, sur un disque de jazz, principalement et uniquement instrumental. Hein. C'est un superbe album, et c'est évident que Hendrix est passé par là. Voilà. Et donc, je vous invite à découvrir ce superbe album de guitare jazz. Et puis dans la soul aussi, avec, bien entendu, Funkadelic. Et cet album en particulier, vous êtes tout à fait dans l'ambiance de Voodoo Child sur Electric Ladyland, avec le premier titre de la première phase, Mommy, What's Funkadelic, ça dure 9 minutes. Et vous y êtes. Vous êtes tout à fait, si vous vous souvenez de cette improvisation sur Electric Ladyland avec Steve Winwood, avec Jimi Hendrix bien sûr, vous avez cette ambiance très très tranquille dans l'improvisation, et là vous y êtes, c'est quasiment à l'imitation de ce titre sur Electric Ladyland. Bref, le premier album de Funkadelic qui sort en 1970. Enfin, parmi les admirateurs, bien entendu, de Jimi Hendrix, vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo, Monsieur Eric Clapton. Monsieur Eric Clapton, le mois de la mort de Jimi Hendrix, c'est-à-dire en novembre 1970, il est en train d'enregistrer un double album qui est resté dans l'histoire, bien entendu, qui est le double album en studio de Derek and the Dominos,
Voilà, superbe. Bon, bah, voilà, c'est un grand classique parmi les classiques. Et effectivement, ils apprennent pendant les séances de studio en septembre 70 la mort de Jimi Hendrix. Et donc il va rendre, hein, c'est avec Duane Allman, bref, qui est-ce qu'il y a encore là-dessus, Bobby Whitlock, etc. Enfin bref. Et donc Hendrix va rendre un hommage Clapton va rendre un hommage à Hendrix en reprenant Little Wing, bien sûr, du Jimi Hendrix. Et puis, alors je déborde de mon cadre, hein, puisque j'avais marqué 67, 73, je crois, sur la miniature de la vidéo. Je n'ai pas pu m'empêcher quand même de citer Stevie Ray Vaughan, bien sûr, grand guitariste et grand admirateur de Jimi Hendrix, et surtout, ce petit clin d'œil que je fais à Stevie Ray Vaughan tient sur cet album Couldn't Stand the Weather, qui sort en 1984, une reprise magnifique de Voodoo Child, mais Slight Return. Toujours sur électrique, Lady Land. Bref, voilà. Alors, les guitaristes qui se revendiquent de l'influence de Hendrix, il y en a des kilos. Des kilos, des kilos, des kilos. Il y a même des albums qui ont été enregistrés où ils reprennent quasiment à l'imitation des titres de Hendrix. Parmi les admirateurs de Hendrix, il y en a un auquel je pense, effectivement, parce que j'ai écouté ça quand ça sortait à l'époque, dans les années 90, c'était Slash de Guns N' Roses, qui n'a jamais caché son admiration pour Hendrix, mais il y en a tellement. Bref, je ne vais pas, c'était pas l'objet de la vidéo de citer ce type d'influence sur les musiciens actuels, c'était simplement d'évoquer quelques albums où le jeu des guitaristes et la voix, quasi jusque dans l'imitation, eh bien, est celle de Monsieur Hendrix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, bref, et puis à aller découvrir, bien sûr, ces albums. Vince, it's me, cares about you. Allez, à la prochaine, salut.